Radio Peloton. Radio Peloton. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Radio Peloton. On va évidemment parler de la Vuelta, on va aussi parler du Renault Tour. Il y a beaucoup d'actualités à évoquer vu qu'on n'était pas là la semaine passée. Il y a un petit peu de retard à rattraper également. Pour ce faire, Jean-Marc Guérail et Maxime Jacques. Salut les... Hola, ¿qué tal? Bonjour. Maxime, on va le faire en français. Mais que retiens-tu de la semaine écoulée ? Deux choses. D'abord, la belle victoire de Junior Le Serre sur le Tour de République tchèque. Devant un Kayne de Brooks aussi très intéressant. Et l'image que je retiens vraiment, c'est Arnaud Delis dans la très difficile côte de la classique d'Hambourg qui a suivi les favoris, et notamment Vacek lors d'un passage à 27 km de l'arrivée, où on a revu le Delis qui avait suivi Pogačar l'année dernière à Québec. Donc c'est vraiment très prometteur. On va en parler pour le Renault Tour. Mais on a vraiment l'impression que dans la tête comme dans les jambes, le taureau de l'Escheret est redevenu lui-même. Jean-Marc ? Oui, il m'a piqué Delis, donc j'ai pris un autre Belge, celui qui nous a fait rêver lors de la dernière étape du Tour de France, Wout van Aert, parce que cette image-là, elle va rester, je pense, un peu comme Remco devant la Tour Eiffel. Je pense que l'image de Wout van Aert qui démarre dans la butte de Montmartre, je pense que ça va rester dans nos têtes, ça sera une des images de l'année à mon avis. Donc j'ai pris Wout van Aert, pas parce qu'il a fait des résultats, mais parce qu'il revient à la compétition. Il a fait 10e à Hambourg, même s'il n'a pas été très présent dans la course. Là, il va courir le Tour d'Allemagne, si je comprends bien, plutôt comme équipier que comme patron, mais bon voilà, je pense qu'il va faire un peu une fin de saison plutôt tranquille. De toute façon, il n'y aura plus jamais aussi beau que ce qu'il a fait à Paris cette saison en tout cas, puisqu'il ne va pas au championnat du monde. Bon, moi ce que je retiens c'est la victoire de Rory Townsend. Je vais vous tourner ça sous forme de quiz. C'était quand la dernière fois qu'un échappé matinal s'est imposé sur une classique World Tour ? C'est vieux ? Ouais, très vieux ? Quelques années, non pas très vieux. Non, c'est pas Jackie Durand par exemple. Non. Van Baarle, Jackie Durand qui est quand même... Un Van Baarle ou quelque chose comme ça qui était parti. C'était pas échappé matinal, mais c'était cette course-là, si tu penses à Paris-Roubaix. Et Tom Bonnen en a un. Et Tom Bonnen fait 3e. Deuxième. Mathieu Heyman à Roubaix en 2016. Donc quand même, qu'il avait plus de 35 ans à l'époque. Il a quand même fallu attendre 9 ans pour voir une Jackie Durand justement sur une classique World Tour. Mathieu Heyman qui s'était cassé la clavicule et qui était revenu en étant entraîné uniquement sur home trainer et qui avait fait une préparation uniquement à l'intérieur pour finalement arriver et battre Bonnen. Une Jonas Abrahamsen ou une Maxime Jacques. On passe au premier débat. Jonas Vingegaard et Mats Pedersen, les deux fantastiques de la Vuelta, vont-ils tout rafler, messieurs ? C'est le premier débat du jour. C'est les deux grands noms, forcément, de la start list de cette Vuelta, Max. On a envie de dire oui, parce que tous les grands tours depuis le début de la saison étaient assez ouverts. Je trouve que le Giro avait une start list assez dense. Sur le Tour de France, il y avait Pogačar et Vingegaard. On attendait un duel, même si on savait que Pogačar était un petit peu au-dessus, mais il y avait quand même ce duel. Ici, il y a vraiment Vingegaard et le reste du monde. Et il y a plein de raisons qui laissent penser qu'il veut et qu'il va gagner. Il est forcément revanchard. Il veut accrocher la Vuelta à son palmarès. Il ne l'a pas encore. Il a une super équipe. Il y a un contre-la-montre par équipe où la Visma sera favorite. Donc j'ai l'impression que le Vingegaard qu'on a vu sur le Tour, s'il arrive sur la Vuelta dans la même forme que je dirais la 3e semaine, il va marcher sur la concurrence. Oui, j'en ai presque oublié le quiz. La dernière fois que Vingegaard a été battu dans une course par étape par quelqu'un d'autre qu'un équipier, notamment Sepkus ou Pogačar. Ça remonte à quand ? Ça remonte à 2023. C'était qui ? Non. C'est dans un petit tour, pas dans un grand tour. Dans une course d'étape d'une semaine, World Tour, Paris-Nice 2023. Ah ben Pogačar gagne. Jorgensen. Non. Vingegaard 3e. Qui fait 2e ? David Gaudu. On en reparlera. Il sera à la Vuelta également. Alors, on ne se moque pas de David Gaudu. Non. On lui souhaite le meilleur, évidemment. Pour Vingegaard, c'est un petit peu la même préparation qu'en 2023 pour cette Vuelta. Il est passé par le Tour. Il a essayé de refaire un petit peu de fraîcheur en sortie de Tour de France. Pas forcément d'altitude. On l'attend comment, Jean-Marc, sur cette Vuelta ? Moi, je vais d'abord dire merci. Merci à Pogačar d'avoir décidé de ne pas venir sur la Vuelta. Parce que ça va nous donner un autre tour. C'est-à-dire que voilà, il y aura une équipe UAE costaude, mais on en parlera sans doute après. Mais le favori numéro 1, il s'appelle pas Pogačar cette fois-ci, c'est Vingegaard. C'est un rôle qu'il n'a plus tenu depuis un certain temps, donc il va devoir effectivement confirmer que c'est du bon Vingegaard, ce que j'ai trouvé au Tour d'ailleurs, parce que je trouve que le gap entre lui et Pogačar était
moins énorme qu'on aurait pu penser, donc je l'ai trouvé bien. Donc effectivement, il est hyper favori, il a à peu près l'équipe qu'il veut, il n'y a pas le méchant Wout van Aert qui travaille soi-disant pas pour lui. Voilà, si Vingegaard ne gagne pas, il aura commis carrément une faute professionnelle, parce que là... Et il doit sauver sa saison. Il n'a pas fait grand-chose, mais il va au championnat du monde, ce qui est assez rare. Ça veut dire quand même qu'il a quelque chose derrière la tête, peut-être, le doublé, Vuelta, championnat du monde, parce que le championnat du monde lui convient bien. On dit souvent que c'est la meilleure préparation, la Vuelta pour le championnat. Ouais, Carapaz, lui, il vise le championnat du monde, mais il fait l'impasse sur la Vuelta, finalement. Il fait franchement une drôle de saison. Il est présent, évidemment, au Giro. C'est un peu lui qui décide, on ne va pas le rappeler, du vainqueur final, puisqu'il ne veut pas travailler avec Del Toro. Il fait l'impasse sur le Tour pour une maladie. Bon, ça peut arriver. Son absence sur la Vuelta, c'est quand même curieux. D'autant plus qu'il dit, dans la foulée, moi je vais être champion du monde et je vais gagner le Tour de Lombardie. Alors, je ne sais pas où il va aller se préparer, sans doute chez lui dans ses montagnes, mais c'est sans doute pas la meilleure préparation. Maintenant, on sait avec lui que tout est possible. Il a quand même été champion olympique aussi, en ayant aussi une saison parfois un peu chaotique. Donc voilà, et c'est dommage son absence, parce que c'est un décapsuleur, on en a déjà parlé ici. C'est quelqu'un qui peut animer une course, même en ayant pas l'envie de faire le général, mais il peut animer une course. Il sera pas là. C'est qui le plus grand adversaire de Vingegaard, du coup, Max? Almeida, je pense. Almeida plus qu'Ayuso? Oui. Ils peuvent pas se voir de toute façon les deux, donc ça va être compliqué de... Un Portugais, un Espagnol, c'est rarement le grand amour. En fait, ça va quand même être quelque chose, cette Vuelta. Avec ces deux-là, on sait qu'ils ne s'apprécient pas. Le Tour 2024 l'a bien montré, la Vuelta 2023 l'avait montré aussi. C'est pas les meilleurs amis du monde. UAE a quand même eu l'intelligence de ne pas mettre d'autres chiens fous dans l'équipe comme Del Toro ou Christen. Marc Soler, c'est pas toujours le plus discipliné. Quand Pogacar n'est pas là, c'est vrai. Mais si on regarde un petit peu les autres noms, des Grosschartner, des Bjerg, des Novak, normalement... On leur dit tu travailles pour un tel, ils vont travailler pour ce gars-là et il n'y aura pas d'histoire. Mais Almeida, de ce qu'il a montré quand il était arrivé sur le Tour de France, le niveau qu'il avait, oui, forcément, c'est lui qu'on a envie de mettre un peu plus en avant. Il a aussi ce côté revanchard, comme Ayuso d'ailleurs, qui a abandonné sur le Giro. Mais sur la saison 2025, il était une petite jambe au-dessus. Ouais, UAE Emirates, c'est la plus grande équipe du monde, c'est le meilleur collectif, ils ont le plus grand nombre de victoires, mais si pour la deuxième fois la même saison, ils se loupent sur un grand tour... Est-ce qu'ils ont le finisseur ? Ouais. Pour l'instant, ils ont un finisseur dans les tours. Hein, je veux dire, ils ont gagné suffisamment de courses cette année. Mais est-ce qu'ils ont le finisseur ? Est-ce qu'Almeida peut gagner un tour de 3 semaines ? Il y a quand même un point d'interrogation. Et de toute façon, qui va décider de qui est le leader ? La course. Comme quand Kuss a gagné. Kuss gagne la Vuelta alors que ces deux leaders sont à côté de lui, et la direction sportive a décidé non, vous faites gagner Kuss, c'est bon, pour la belle image. Donc ici, c'est la course qui va décider. Je pense qu'Ayuso devra avoir beaucoup d'avance sur Almeida pour que la direction sportive dise on va faire gagner l'Espagnol qu'on a de toute façon envie qu'il se barre. Ouais, l'autre fantastique, Mats Pedersen, 4 victoires d'étape sur le Giro. Il a écrasé le Tour du Danemark. On s'attend à le voir forcément lever les bras à plusieurs reprises sur la Vuelta. Ouais, il a un côté assez fou, quelque chose d'assez fou chez lui, c'est qu'il revient toujours en forme en fait. On le voit pas pendant un mois et demi, il revient, il est le plus fort. Donc les méthodes d'entraînement, il appelle ça les spicy intervals, c'est vraiment des intervalles très très intenses où il s'habille énormément dans une pièce chauffée et il fait monter le cœur de plus en plus pour finir totalement rincé. Bon, ça fonctionne très bien chez lui, il fait pas d'altitude, mais il fait ça, et honnêtement, d'autres pourraient peut-être s'en inspirer. En tout cas, pour lui, ça fonctionne bien. Et il fait partie évidemment des favoris pour les quelques étapes pour sprinter et pour baroudeur, même si cette Vuelta, elle est quand même très taillée pour les grimpeurs, avec énormément de courses de côte finalement, hein, avec je crois qu'il y a 10 arrivées au sommet. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas vraiment de surprise tactique possible dans la course, ce sera vraiment à la pédale. Je peux jeter un tout petit pavé dans la mare. Je suis déçu que Remco Evenepoel ne soit pas à la Vuelta. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un demi-tour, dans le sens littéral comme dans le sens littéraire. Il a fait un demi-tour de France. Donc moi, je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'alignerait pas ? Bon, c'est la fin de son histoire avec son équipe. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas aligné sur la Vuelta ? 1, pour prendre des kilomètres. 2, en vue du championnat du monde. Et 3, peut-être pour faire un résultat et ou aider Landa. Voilà, c'est un peu une déception de ma part. Je pense que ça n'aurait pas été plus mal de... Parce qu'il a déjà gagné. Je pense vraiment que c'est ça. Non, mais Remco... il a déjà gagné le Tour, il gagne. Mais Remco, il est comme ça. J'ai déjà gagné. C'est pas une priorité parce que je l'ai déjà mon palmarès et il veut viser des choses qu'il n'a pas, notamment les Grands Prix canadiens qui le font rêver depuis longtemps. Il adore cette région.
Et, alors il faut le mettre sur le Giro l'année prochaine. Je pense aussi qu'avec son hiver, faire 3 semaines cette année, il a compris que c'était pas possible parce qu'il n'avait pas le fond. Et en un mois ici, le récupérer, c'était compliqué aussi, vu qu'il a quand même repris l'entraînement assez tardivement. On était au début du mois d'août, quand il est vers le 7 août, quand il est reparti en altitude. C'est quand même assez tardif pour préparer une Vuelta. Donc ouais, je pense que... Je suis d'accord, mais je dis, moi quelque part, je me dis, j'aurais bien aimé le voir, forcément, sans dire, je vais faire un podium. D'un œil extérieur, on aurait eu envie qu'il anime la course. Mais les choix ont été différents et on peut les comprendre aussi. Oui, et puis on peut rappeler qu'au-delà du physique et du manque de fond, comme le dit Max, il y a le mental aussi. Il a quand même quitté le Tour en admettant pour la première fois de sa carrière avoir un creux sur le plan mental, sans doute besoin d'une coupure, et il est probablement pas prêt à prendre part à... Et c'est sur les courses d'un jour, j'ajouterais qu'il est capable d'être performant directement et d'être au top niveau, que sur l'accumulation de 3 semaines, ben voilà, c'est un peu l'histoire de sa carrière, des coups de mou, et je pense qu'il n'a pas envie d'en avoir 2 la même année. Un possible 3e maillot par points en grand tour sur la même saison aussi pour Trek, après Pedersen au Giro, Milan au Tour de France. Pedersen est à nouveau l'énorme favori pour ce maillot-là à la Vuelta. Il y a peu d'étapes pour sprinter. Philipsen est présent, mais dans quelle forme dans quelle forme, parce que il y a 10 jours d'ici, on n'était même pas sûr qu'il allait y participer. Donc, il est évidemment favori. Il a de l'expérience, il l'a déjà fait. Évidemment qu'on pense à lui et que normalement, ça devrait le faire, un peu comme Jonathan Milan, qui avait été pronostiqué d'ailleurs par Maxime pour le Tour. Voilà. Ce serait bien pour l'équipe Lidl Trek, parce que c'est une équipe, au-delà des sprinteurs, c'est une équipe qui se montre aussi. À voir comment ils vont gérer le double leadership qui avait déjà eu lieu au Giro avec Ciccone, qui finalement était tombé et qui était en très très bonne position. Mais c'est vrai que voilà, ça joue aussi forcément quand on a 2 objectifs de savoir comment entourer ces 2 leaders. Mais chez Lidl Trek, je crois que je l'ai déjà dit, l'ambiance a l'air assez exceptionnelle et je pense que pour eux, il n'y a pas trop de soucis. Mais Pedersen, il travaille pour Ciccone. C'est ça. C'est un rookie sprinter. Et l'inverse travaille comme Van Aert, contrairement à ce que le Danois raconte. Ouais. On va passer au 2e débat, on fera le lien avec tout ça. Qui seront les grands animateurs de cette Vuelta? Et c'est sans doute ici qu'on va parler justement de Giulio Ciccone. Avant ça, le quiz. Qui est le dernier coureur à avoir remporté le classement de la montagne sur 2 grands tours la même année? Bonne question. Carapaz 1993. 93 pour Jean-Marc. Capucci. Tony Rominger. Oui, qui n'était pas un vrai grimpeur, mais bon. Non, mais qui l'avait quand même fait. Et forcément, les barèmes étaient différents. Vu qu'on risque de parler de Lorenzo Fortunato, aussi meilleur grimpeur du Giro, d'où cette question. Est-ce qu'il peut le faire, cette performance-là, le gagner 2 fois de suite le maillot de meilleur grimpeur? Il avait été aussi super combatif du Giro. Alors, je vais un peu anticiper la suite. Pour moi, Vingegaard va être maillot à poids. Comme Pogacar était maillot à poids sur le Tour. Parce que si tu gagnes le Tour, il va sans doute essayer de gagner plusieurs étapes pour montrer que c'est vraiment le patron. Je pense que Vingegaard va le faire. Bon, admettons que Vingegaard ne soit pas maillot à poids. Il y a plein de candidats. Il y avait Carapaz, il n'est pas là. Fortunato est candidat. Je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent y penser. Est-ce que Bernal, par exemple, ne va pas penser à, une fois, aller chercher quelque chose d'autre qu'une place au classement général? On se rend bien compte qu'un podium, pour lui, ça va devenir difficile. Donc, il y a plusieurs possibilités et Fortunato en fait partie. Max? Ouais, c'est l'objectif en tout cas, il ne s'en cache pas du côté de chez Astana, ils ont une stratégie claire, c'est les points UCI, et en mettant Fortunato dans l'échappée, il y a 2 possibilités de remporter les points UCI, c'est en portant le maillot, parce que ça rapporte des points, en ramenant le maillot, ça rapporte beaucoup de points, et en se plaçant dans le final d'une étape top 5, top 10, ou gagner, parce qu'on sait qu'il est capable de le faire aussi, donc la stratégie est assez claire, il est le leader, pas de général, mais le leader pour faire des coups. Et quand on voit sa saison 2025, on peut se dire qu'il est en canne, le garçon. Tom Pidcock, autre animateur possible de la Vuelta, il avait un petit peu déçu sur le Giro avec une approche passive. Il annonce quand même un petit peu le même discours, l'envie de se tester au classement général. Il dit qu'il a eu une préparation un peu meilleure que pour le Giro, donc il a aussi envie de retester ça. On y croit? Je comprends. Oui, alors vas-y, tu comprends, moi je comprends pas. En fait... Allez, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, c'est son rêve un peu aussi ultime de sa carrière d'être encore de grand tour. Et quand on regarde la Vuelta, on l'a dit, c'est une course de côte. Il n'y aura pas d'enchaînement normalement. Si on regarde, je crois qu'il y a 1 ou 2 étapes vraiment avec des enchaînements. Sinon, c'est beaucoup relativement facile et puis assez explosif. Sèche, oui. Et une arrivée sèche explosive, Pidcock, il est
toujours cité parmi les favoris quand c'est la Flèche Wallonne, quand c'est des étapes de ce type-là dans les courses d'une semaine, etc. Et donc je peux comprendre que cette année, avec le parcours, ils se disent en fait j'ai peut-être ma carte à jouer pour un top 10, un top 5, parce que lui, le laisser partir en échappée, personne ne le laissera partir. Non seulement on se dit la course gagnée, et il peut prendre de l'avance pour le général. Donc cette posture me paraît logique. Un seul chrono individuel aussi, ça peut l'aider. Moi, ce qui me gêne dans la position de Pidcock, c'est qu'il a loupé son objectif au Giro. Il a dit clairement, je veux faire un général. Foiré. Il a foiré. Donc, tu fais un deuxième tour dans ta saison, est-ce que tu n'essayes pas de le faire autrement, c'est-à-dire à la Pidcock, comme il a fait au Tour de France jadis, tu vas aller chercher une super étape, et si tu termines 25e plutôt que 9e, je vois pas ce que ça change. Voilà. Alors maintenant, il veut, lui, tenter de voir jusqu'où il peut aller à un classement général, mais je crains qu'il y ait un plafond de verre en ce qui le concerne. Et là où je te rejoins, qui bride son élan, alors que c'est plutôt un coureur offensif. Là où je te rejoins, Jean-Marc, c'est que Pidcock, on l'a jamais vraiment vu activer le plan B quand il était lâché pour le général. Il restait dans ce mood, je suis leader du général, je vais perdre le moins de temps possible pour défendre une 10, 11, parfois 12e place. Qu'un Carapaz, lui, il va dire ok, je prends 30 minutes aujourd'hui et j'attaque. C'est peut-être aussi l'idée qu'il y a derrière la stratégie de Pidcock, c'est de dire je joue au général, si ça ne marche pas, j'irai dans les échappées. Mais voilà, le plan A, avoir sur un plan B, c'est effectivement un top 10. Autre animateur potentiel, Giulio Ciccone, on l'a évoqué rapidement, on sait avec quelle facilité ils peuvent se renvoyer les ascenseurs avec Mats Pedersen. Ciccone, lui, dans la Gazzetta dello Sport, il a dit c'est peut-être une belle occasion pour moi de viser un podium en grand tour, mais j'aurai toujours plus de bonheur à lever les bras et à chasser un maillot à poids que de m'accrocher et éventuellement échouer à une 4 ou 5e place au classement général. Donc dans le discours, on comprend que dans sa tête, c'est podium ou rien, et si c'est pas le podium, il préfère animer les étapes. Il peut viser les deux, je pense. Je suis d'accord. Dans la forme qu'il tient, ça ne me revient pas en mémoire exactement à quel endroit, mais il lâche Del Toro. San Sebastian. Voilà. Il lâche Del Toro, oui, exactement, quand il gagne à San Sebastian. Et Christian, parce qu'ils étaient deux contrats. Allez, ça veut dire quelque chose. San Sebastian, c'était avant-hier. C'était pas il y a 3 mois. Il a relâché Del Toro à Burgos aussi. Exactement. Voilà, c'est celui-là que j'avais sans doute en tête. Donc je pense que c'est un candidat au podium et qui peut faire les deux. Qui peut aller chercher une étape, peut-être même un meilleur poids. On peut le citer avec d'autres, avec Vingegaard notamment. Et peut-être un podium, ça va dépendre un peu des circonstances de course. Il n'y a pas de chrono individuel, ça c'est un avantage pour lui. Trek ne va pas prendre une raclée face à Visma contre la montre par équipe, donc pour moi il peut faire les deux. On en revient au parcours, qui est un parcours fort axé grimpeur-puncher. Ciccone fait partie de cette catégorie-là, et on pourrait même imaginer, s'ils sont vraiment une jambe au-dessus de tout le monde, un espèce d'accord entre Vingegaard et Ciccone. Tu prends éventuellement les points pour la montagne, et moi je gagne le général, et toi tu fais éventuellement un podium aussi. Donc oui, ce serait intéressant tactiquement aussi, et éventuellement au niveau des ententes. Les baroudeurs, Ciccone forcément. Il y a d'autres gars qu'on s'attend à voir animer. J'avais noté Max Poul qui était très actif l'année passée, mais il y a 1 heure ou deux, on a appris qu'il souffrait du syndrome Epstein-Barr, dont avait souffert aussi Cavendish, donc il est forfait. Caruso qui a gagné une belle étape à Burgos. Hub Aert, le néerlandais de Wanty, qui s'est beaucoup montré en Pologne. Simon Carr, le français de la Cofidis, le franco-britannique de la Cofidis, qui est souvent très actif dans les échappées. Marco Frigo. Vous en voyez d'autres, des baroudeurs potentiels pour animer les étapes, parce que Vingegaard va pas tout gagner. On parle de 10 arrivées au sommet, il va pas gagner 10 étapes. Même si c'est des étapes relativement, entre guillemets, faciles à contrôler, mais je pense qu'il n'a pas l'appétit de Pogacar pour les victoires d'étape. Lui, c'est simplement assurer son maillot de leader. J'ai bien aimé le jeune Léo Bizio à Burgos, vainqueur d'étape, 3e, je crois, du classement final, 20 ans. Voilà, je pense qu'il va découvrir son premier grand tour, la Vuelta, comme animateur d'étape, et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit à l'avant quelquefois. Bon, à mon avis, il y a des coureurs qu'on a l'habitude de voir en juillet, qu'on va voir encore ici à la Vuelta, des garçons comme Martin. On va citer son nom inévitablement dans les étapes, il sera là. Je n'ai pas dit qu'il allait gagner d'étape, mais il sera là. Félix Gall sera sans doute aussi dans le coup. Leader, ouais. Voilà. Mais des animateurs de course, on en découvre en fait à chaque tour, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qu'on ne s'imagine pas qu'ils ont un tempérament offensif et qu'ils le montrent, et ça c'est intéressant. Et chaque année on découvre un gars. L'an passé c'était Castrillo, on verra bien. Et aussi c'est aussi un révélateur pour le général. Pogacar s'est révélé sur la Vuelta.
Je pense que Vingegaard s'est révélé aussi sur la Vuelta. Peut-être qu'un Pellizzari cette année va se révéler sur la Vuelta. On sait qu'il a été très bon sur le Giro. Première fois à 21 ans qu'il enchaîne 2 grands tours sur une saison. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à voir. Et c'est toujours sympa ce côté, cette Vuelta. Il y a les coureurs qui sont un petit peu en forme descendante après le tour et qui viennent un peu rechercher une seconde chance. Il y a ceux qui ont été blessés une partie de la saison qui sont super frais. Et voilà, les états de forme sont vraiment très très différents et ça donne souvent lieu à des belles courses. Ouais, tu cites Castrillo, Berade avait gagné une étape aussi. 3 étapes pour Kern Pharma l'année passée. Ils sont pas là cette année-ci. Ça met une certaine pression sur les équipes invitées qui vont absolument devoir animer ces étapes. Côté belge, qui on voit s'illustrer, messieurs. On a cité brièvement Philipsen qui aura 4 ou 5 sprints. La sélection alpecin, à l'heure où on parle, n'est pas encore confirmée, mais il devrait être là. Junior Le Serre sera en conférence de presse ce jeudi. Donc il sera présent au départ. Et bon, il y a forcément Landa qui est le leader. Il y a Paré Peintre qui a priori est désigné pour être un petit peu son bras droit. Mais Junior Le Serre dans une échappée, c'est quand même un petit format qui s'impose au sommet d'un mur à 17%. C'est une image qu'on pourrait imaginer effectivement quand on voit la forme qu'il a pour le moment. C'est son premier grand tour, donc on l'imagine plutôt en première semaine très intéressant. Deuxième étape. Hein. Et faudra voir. Deuxième étape, c'est déjà un mur pour finir. Hein. Oui, tout à fait, en Italie. Il faudra voir un peu comment il digère aussi. C'est la première fois qu'on va le voir enchaîner comme ça. Le plateau n'est pas le même. Hein. Non, tout à fait, mais ça reste. La Vuelta est une très très bonne course pour découvrir des jeunes talents sur 3 semaines. Et souvent, ils ne sont pas les mêmes avant et après, parce qu'on sait qu'avoir une course de 3 semaines dans les jambes, ça vaut tous les stages en altitude du monde. Ouais. D'autres Belges, Jean-Marc ? On va voir Campenart. Hein. Voilà. Il sera là, il sera peut-être même sur le podium à fêter avec Vingegaard à Madrid. Voilà. En général, on le voit, Vingegaard au Tour, il a été étonnant. Ça a été, à mon avis, l'un des meilleurs équipiers de Vingegaard sur le Tour. Donc voilà, il faut voir évidemment son état de forme sur une Vuelta, c'est peut-être pas la même chose, mais super grimpeur en ce moment, en tout cas, hein, il monte vraiment bien et surtout super rouleur. Et on sait qu'il y a ce chrono par équipe où on peut déjà imaginer qu'il fera capitaine de route un petit peu pour ses équipiers. Il y a aussi d'autres très bons rouleurs, hein, Jorgensen, etc. Van Baarle, je regarde un peu la startlist, Ben Tullet, c'est quand même de très bons rouleurs. Et ce contre-la-montre par équipe, je suis certain que Campenart en est le leader désigné de... voilà. On sait que parfois, quand il est dans le groupe Eto, enfin quand il était, parce qu'il est plus très souvent, c'était lui qui était le métronome pour un petit peu les délais, et maintenant il est le métronome pour gagner des contre-la-montre. Ouais. Mais ceci dit, on parle des Belges là, parce qu'on est Belges, mais j'ai pas l'impression qu'il faut s'attendre à énormément de victoires d'étape. Hein. Moins qu'au Tour, sans doute, parce qu'on n'a pas la même qualité présente. Voilà. Comme le dit Maxime, il y a des coureurs qui vont découvrir un grand Tour. On a peut-être beaucoup d'ambition pour eux, mais c'est peut-être un peu tôt. Donc voilà, nous enflammons pas. Si on gagne une étape, pour un Belge, je trouve que ce sera déjà très bien. Philipsen peut quand même gagner la première. Oui, mais Philipsen face à Pedersen... Oui, mais dans un sprint plat. Oui, même. Mais dans l'état de forme des deux actuellement, c'est un énorme point d'interrogation. Il fait 3e à Hambourg ou 4e Philipsen. Mais c'est quand même un gros point d'interrogation. Oui. Et c'est quand même une course où le final était quand même difficile. Donc, on sait que c'est un gars qui répond souvent présent à. Et je le souhaite parce que le Tour de France était une telle frustration que je souhaite pour lui, effectivement, qu'il lève les bras. Mais il peut refaire la même chose quand même. Mais sur une étape plate, je pense qu'il est plus fort que Pedersen, ça oui. Ouais. Campenart, pour compléter, il peut aussi compléter ses succès sur les 3 grands tours, avec le Giro et le Tour de France. Oui, c'est vrai. Ça doit il va devoir en principe rester à côté de Vingegaard. Il faudrait vraiment des circonstances de course qui lui permettent de sortir. On l'a quand même vu pas mal dans les échappées lors de la dernière semaine du Tour, dans un contexte très différent, vu qu'il n'avait pas le maillot. Ici, on imagine que la 3e semaine, Visma portera peut-être, probablement, le maillot de leader. Mais à l'instar de ce qu'a fait Wellens sur le Tour de France, on pourrait imaginer Campenart un petit peu en chien de garde d'une échappée et aller rafler la mise au final. On sait qu'il s'est très très malin aussi. On est un peu supporter ici. Hein. On sait qu'il s'est très très malin aussi dans une échappée. Campenart, on se souvient du jeu avec Wellens qu'il y avait, c'était qui fera le mieux, celui qui est mort. Et ben Campenart, faire le mec qui est mort et puis aller régler tout le monde au sprint, ça il sait faire. Ouais, mais maintenant on le sait, c'est ça le problème. Ah oui, on le sait. Dernier Belge que j'ai envie de citer, Alex Segart, premier grand tour également. Il y a un contre-la-montre individuel le 18e jour. S'il prépare bien son coup, qu'il essaye de garder un petit peu des cartouches jusque-là, peut-être frapper un grand coup. C'est quand même un gars qui a déjà gagné des chronos en World Tour, notamment sur le René Tour l'année passée. Oui, à voir dans quel état d'esprit il sera. On sait qu'il a signé chez Bahrain Victorious, où il rejoint son frère Loïc, qui est préparateur de performance là-bas.
Donc voilà, à voir un petit peu dans quelle disposition mentale il sera, mais c'est clair que son objectif, ce sera ce chrono, et on peut imaginer on va dire en top 5 pour Segard, c'est raisonnablement envisageable. Allez, on passe au troisième débat. On passe sur le Renault Tour, messieurs. Qui peut battre Mathieu Van Der Poel sur cette course belgo-néerlandaise? À quand remonte la dernière victoire de Mathieu Van Der Poel dans une course par étape? Tour de Belgique. Quelle année? 2024. 2023. 3. Ça fait quand même 2 ans, mais voilà, c'est pas quelque chose d'inédit pour lui. En terre belge qui plus est. Il vient surtout pour préparer le mondial de VTT, mais il vient pas sans ambition non plus, Mac. Non, il prend jamais le départ d'une course juste pour faire du rythme et rouloter. C'est pas Van Der Poel. Maintenant, est-ce qu'il sera à son meilleur niveau? Ça, c'est une autre question. Et j'ai presque envie d'espérer qu'il ne le soit pas, pour le suspense. Parce que Wellens, le recordman de victoire de l'épreuve, a envie, je pense, d'à nouveau gagner. Il y a des gars comme Dely, comme Vacek. Si Van Der Poel est, je veux dire, 3% moins fort que d'habitude, on va vivre une super course. Jean-Marc? Qui peut battre Van Der Poel? Lui-même. C'est-à-dire que si effectivement il vient dans un état physique moindre que ce qu'il est quand il est entré en forme, et peut-être un état d'esprit où, je n'ai pas forcément envie de gagner, il va se tester à mon avis. L'étape de Grammont, on va voir si c'est du grand Van Der Poel. Il sera attendu. Voilà, tout le monde. exactement. On va voir si c'est du grand Van Der Poel. Si là-bas il frappe, on a compris qu'il a envie de gagner. J'ai effectivement envie de voir Dely face à du très costaud, surtout avec l'état d'esprit il a remporté d'ailleurs l'étape de Grammont l'an passé. Donc voilà, on revoit le vrai Dely, parce que je vous avoue qu'au mois de mai, moi je me posais franchement de sérieuses questions sur la suite carrément de sa carrière, en disant est-ce qu'on va pas le perdre? Et là ils l'ont retrouvé. Voilà, tant mieux. Moi j'aimerais bien voir Thibaut Nys, parce que j'étais déçu de son tour. Je sais qu'il y a eu des circonstances, une chute, mais j'ai pas l'impression que... j'ai l'impression qu'il découvrait vraiment le tour et qu'il a compris que il va quand même falloir encore passer un step. Il a pris une petite claque. Voilà, exactement. Qui fait partie de l'apprentissage. Lui-même était dessus. Voilà. Il l'a dit justement ici à la présentation de la course. Il s'attendait à mieux. On sait que maintenant... Donc j'aimerais bien... Donc ici, à domicile, les supporters de Nys, il y a un parcours qui lui convient plutôt bien. J'aimerais bien qu'on le revoie un peu dans un rôle de tête d'affiche, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait vraiment la course. Donc voilà. Il y a du Belge. Donc qui peut battre Van Der Poel? Les Belges. Comme Belge, il y a Maxime Van Gils, qu'on n'a pas souvent vu sur des pavés. Oui, il fait une saison un peu spéciale à Van Gils. Il y a eu du bon, du moins bon, des blessures, des absences parfois étonnantes, des soucis privés aussi. Donc oui, à voir un petit peu. Mais c'est vrai que comme ça, quand on regarde le parcours, on ne pense pas forcément à Van Gils, parce qu'il n'y a pas vraiment de montée difficile. C'est presque tous les jours c'est 3 classiques et 2 sprints, si on résume un petit peu ce Renault Tour. C'est pas forcément là où on attend Van Gils, mais s'il y a une étape vraiment difficile où en finisseur il peut aller chercher quelque chose, il sera présent. Girmay, évidemment on sort du camp belge, mais Girmay doit être aussi ambitieux sur ce parcours-là. Pour moi, je vais le dire ici, la saison de Girmay, c'est une catastrophe absolue. Absolue. Mais il est temps de la sauver du coup. Mais je pense qu'il ne va pas la sauver. Je pense que si cette fusion se fait, il n'y aura pas de Girmay, parce qu'ils vont miser sur Dely. Girmay, pour moi, a été ou surcoté, ou il a tellement connu le haut, c'est-à-dire maillot vert au Tour de France, victoire, etc., qu'il ne s'est pas remis en question. C'est pas normal que Girmay soit 12e d'un sprint du Tour de France, ne soit jamais présent un peu dans aucune échappée, enfin nulle part. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors, si tu me dis que gagner une étape au sprint à Breskens, aux Pays-Bas, pendant le Renault Tour, c'est sauver... Ou gagner le Renault Tour, c'est plutôt ça que tu disais, non? Oui, peut-être aussi, le classement général. C'est quand même quelqu'un qu'on peut voir briller dans le mur de Grammont. Alors, Intermarché, Wanty sera très content, mais c'est pas ça qui, à mon avis, va redorer sa saison. Maintenant, bien terminer la saison, c'est toujours mieux. Hein. Par contre, ce qui est chouette avec ce Renault Tour, c'est qu'il y a plein de profils différents qui peuvent gagner. Il n'y a pas de chrono. Donc on élimine déjà tous les spécialistes qui sont... par exemple, Wellens, il doit être déçu de ça. Je pense qu'il l'a dit dans nos pages ce matin. Voilà, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué. Mais les sprinteurs, s'ils passent les pavés, ils sont candidats. Les coureurs de classique sont candidats. Et un gars comme Van Gils, s'il est bien placé et qu'il peut un jour surprendre, il est candidat. Des gars comme Vacek, c'est candidat. Morgado, c'est un candidat. Bettiol, c'est un candidat. Donc franchement, c'est super ouvert et super intéressant. Vacek, c'était peut-être le plus fort à Hambourg. Oui, c'est vrai que je l'adore, moi, depuis le Giro, où je l'ai découvert
Sa force surhumaine, il m'a vraiment très très fort impressionné. Et c'est clairement le genre de profil sur lesquels, quand il a vu le roadbook, il s'est dit si je ne suis pas présent, c'est une faute professionnelle, et il est d'ailleurs présent. Ouais, dernier point que j'ai envie d'aborder sur ce Renault 8 Tours, c'est l'association Magnier et Merlier chez Soudal. Comment on va gérer ça? À mon avis, il y en a un plus rapide que l'autre, c'est Merlier. Il y en a un qui a plus de chance au classement général. Ah oui, tu as répondu à la question. Il y en a un pour les sprints et peut-être un pour le général. Il y a des étapes pour les deux. Oui, exactement. Il y a des étapes pour les deux, mais pour gagner le classement général, ça peut être bien de prendre des bonifications dans les sprints aussi. On sait qu'il y a aussi des sprints. Un Merlier, deux Il y a le fameux, c'est le kilomètre vert, je pense qu'on appelle ça au René 8 Tours. Et imaginons que Paul Magnier joue le classement général et doivent aller chercher les bonifications et qu'il est Team Merlier en poisson pilote pour les kilomètres verts, on peut s'amuser, je pense. Et puis ils inversent les rôles à l'arrivée. Pourquoi pas. Les pronostics, messieurs, on va revenir à la Vuelta. Ton podium final, Jean-Marc. Alors, il sera peut-être plus le même dans une semaine, parce qu'il y a des gens qui chutent. On est habitué. Bon, Vingegaard en premier. Bon. Ouais. Almeida en 2. Et Ciccone en 3, même si c'est sans doute la place sur laquelle je ne miserai pas le plus, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui débarque de nulle part, tel un Pogacar dans sa première Vuelta qui a terminé 3e alors que personne ne le connaissait vraiment. Donc voilà, j'aimerais bien une surprise 3e, enfin mettons Ciccone, parce que pour l'instant ça me paraît le plus logique. Max? Pidcock, Pellizzari, Tiberi. Non, je rigole. J'ai le même que Jean-Marc, donc c'est pour ça que je me permets de faire la petite blague, mais c'est compliqué aujourd'hui, vu les profils et ce qu'on sait des favoris, d'imaginer 3 autres gars. Mais j'espère qu'on se trompe et qu'on aura une course. On s'est aussi trompé un peu, moi très fort sur le Giro, notamment avec Simon Yates. On n'attendait pas non plus un Del Toro à ce niveau-là, d'autant qu'il n'était même pas leader au début de la course. Donc j'espère qu'on vivra ce genre de scénario dans les semaines à venir. Puis Ayuso quand même. Mais tu remarques que, j'allais dire, personne ne cite Ayuso, ça veut dire qu'on ne croit pas du tout. C'est un gars qui a quand même déjà fait podium de la Vuelta pour sa première Vuelta, si je dis pas de bêtises. Avec une équipe autour de lui. Avec une équipe autour de lui. Là, c'est quand même annoncé contre lui. Sans doute. Bon, moi j'avais Tiberi en 3, une légère modification par rapport à Vingegaard Almeida, on est d'accord. J'avais mis Tiberi en 3, quelqu'un qui a raté son Giro à cause d'une chute de mémoire, qui a raté sa Vuelta précédente à cause d'un coup de chaud. Ça c'est embêtant parce que ça risque encore d'arriver. C'est surtout dans le nord cette année. Oui, c'est vrai. Pas beaucoup dans le sud, mais enfin bon, il fait chaud quand même. Maillot vert, maillot à pois bleu. Pedersen, maillot vert, tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. On peut gagner un peu de temps. Maillot à pois bleu. Vingegaard. Ciccone, avec l'entente dont j'ai parlé. Voilà, Ciccone, on peut citer Buitrago aussi, qui a annoncé venir en sniper, un nom qu'on n'a pas encore cité, donc je le cite. Je l'avais cité pendant le Tour de France pour éventuellement aller chercher le maillot à pois, mais il a eu un Tour de France de merde, faut bien avouer. Belle équipe chez Bahreïn, on n'en parle pas beaucoup, mais Buitrago, Caruso, Tiberi dans la même équipe, ça peut donner de belles choses. Ouais. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve probablement à la première journée de repos pour faire le point sur l'évolution de cette Vuelta. Radio Peloton.